Comment on recrute des jeunes pour qu'ils deviennent des cadres? Beaucoup de monde tape, surtout en période électorale, c'est Parcoursup. Derrière Parcoursup, il y a des gens qui sont des enseignants qui cherchent à faire réussir des jeunes. Voilà. Cette année, Parcoursup, ça aura orienté 950 000 jeunes vers 23 000 formations. On a des gros problèmes d'orientation, on a des jeunes qui se brident. L'exemple le plus criant étant la problématique de l'orientation des jeunes femmes vers les études d'ingénieurs. C'est un travail de démystification, oui, plus beaucoup, que d'orientation, quelque part. On ne donne pas à un jeune ingénieur des outils qui vont lui servir pendant toute sa carrière. S'il sert les 5 premières années, c'est déjà pas mal. Et c'est pas le diplôme qui fait toute la vie. Il faut aussi qu'on forme les jeunes à cette question du collectif. On ne sait plus s'écouter. Et vous parliez tout à l'heure de la voie royale, mais en fait, la voie royale, c'est sa voie royale à lui. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Laurent Champanet. Laurent, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Laurent, une petite présentation pour commencer. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure. Vous avez obtenu votre doctorat en génie mécanique en 1996. Vous débutez votre carrière comme maître de conférence au département de génie mécanique de l'Université de Versailles. Et puis, un peu plus tard, en 2005, vous devenez professeur titulaire et prenez la tête du département de génie mécanique de l'École normale supérieure. En 2012, vous devenez vice-président chargé de l'enseignement à l'Institut Polytechnique des Arts et Métiers, l'une des plus anciennes grandes écoles d'ingénieurs françaises. En 2017, vous êtes nommé président de l'Institut Polytechnique des Arts et Métiers, puis président de la Conférence des grandes écoles françaises en juin 2021, et on va en parler. Laurent Champanet, vous êtes notre invité aujourd'hui. Merci d'être parmi nous et bienvenue dans 20 sur 20. Merci de m'accueillir. Eh bien, ravi. On va commencer peut-être par évoquer effectivement ce premier sujet, la conférence des grandes écoles. Alors, tout le monde ne connaît pas cette conférence. Dans les grandes lignes, c'est 245 grandes écoles, écoles d'ingénieurs, de management, d'architecture, design, instituts d'études politiques, etc., qui sont toutes reconnues par l'État, délivrant un diplôme de grade de master, c'est ça ? À minima, oui. À minima. Alors, c'est une grosse machine qui regroupe plein d'établissements français d'enseignement supérieur, qui a été créée en 1973 par 12 écoles françaises. Comment vous arriveriez à définir son rôle dans l'éducation, la formation et l'orientation en France ? Alors, c'est un petit peu compliqué parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'écoles très différentes. Alors, en fait, ce qui rassemble ces écoles, c'est le fait qu'elles forment des cadres pour les entreprises et pour les organisations. Et donc, ce qui intéresse la conférence des grandes écoles, c'est comment on recrute des jeunes pour les transformer en des cadres, et comment est-ce qu'on forme un cadre, et comment est-ce qu'il s'insère dans une entreprise. Voilà, donc c'est en gros ce qu'on travaille. Le travail de fond de la conférence des grandes écoles, c'est ça, c'est réfléchir à comment on forme un cadre, et comment est-ce qu'on fait que ce cadre-là pourra transformer l'économie française dans l'avenir. Ouais, c'est votre objectif. Exactement. Et nos deux autres métiers, c'est de représenter les grandes écoles et le modèle grandes écoles. D'accord. Et puis, on a une activité de fournir à ces grandes écoles des modèles de formation type MSc, master spécialisé, qui améliorent l'insertion professionnelle de nos diplômés. D'accord. Alors vous êtes, on l'a dit, président de cette conférence des grandes écoles. Ça ressemble à quoi, le quotidien d'un président ? Déjà, c'est une association de loi 1901, donc c'est un travail de bénévole de président d'association. Il y a une équipe, il y a une délégation générale qui est pilotée par le délégué général Hugues Brunet qui fait tourner la machine. Moi, mon rôle, c'est surtout un rôle, à part le fait d'animer l'Assemblée générale et le conseil d'administration, c'est surtout de représenter les écoles auprès des ministères, et principalement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi auprès de parlementaires, parce qu'en fait, on se rend compte que la perception que la société a des grandes écoles est un peu biaisée. Mais oui. Voilà. Dans l'esprit de beaucoup de gens, grande école, c'est privé cher. Tout à fait. Voilà. Alors qu'en fait, à la conférence des grandes écoles, les 2/3 des écoles sont des écoles publiques pas chères. Voilà. Donc, c'est important à rappeler. Voilà, c'est donc il y a un travail rappeler. presque de sensibilisation. Oui, tout à fait. On fait le tour des parlementaires pour expliquer ce que c'est que la conférence des grandes écoles et ce que sont nos sujets du moment, qui sont très variés. La question de l'apprentissage, la question du handicap, la question de la diversité, ainsi de suite. D'accord. La CGE, Conférence des grandes écoles, elle est aussi organisée en 11 commissions, 46 groupes de travail, rien que ça. Alors, vous avez parlé de la formation, le financement, l'international aussi, et même l'entrepreneuriat. Et dans ce cadre, vous avez été, il y a quelques années, président de la commission Amont. C'est une commission qui a pour but et comme mission de suivre les réformes en cours avant l'entrée justement dans ces grandes écoles. Ça concerne surtout des questions d'orientation, du coup ? Oui, alors c'est des questions d'orientation et des questions de sélection.
c'est-à-dire, donc la question de base, c'est comment on recrute des jeunes pour qu'ils deviennent des cadres. Il y a des grandes écoles qui commencent après le bac, donc c'est la question de Parcoursup, comment fonctionne Parcoursup et comment on sélectionne des jeunes à Parcoursup. Ouais. C'est la question avant ça de la réforme du bac, par exemple. Donc quel impact de la réforme du bac sur la formation de ces jeunes-là. Et puis après, c'est les questions classe préparatoire aux grandes écoles qui restent quand même l'arête principale de nos Bien recrutements. sûr. Et puis tous les concours pour orienter les jeunes des classes prépa vers les écoles. Alors j'imagine que ça fait quand même pas mal de boulot aussi, parce que des réformes, il y en a beaucoup. Oui, alors on essaye, on est interrogé, on fait partie des représentants de l'enseignement supérieur qui sont interrogés sur ces réformes. Donc il faut pouvoir répondre aux interrogations du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur. Il faut représenter les écoles dans ça. Et puis voilà, donc on est un peu des spécialistes de ces questions-là. De ces questions-là. Alors justement, est-ce qu'il y a des réformes, Laurent, qui vous ont peut-être surprise, marquée, étonnée, ou au contraire agréablement surprise, que vous avez trouvé assez révolutionnaire dans le domaine? Il y a quelque chose sur qui beaucoup de monde tape, surtout en période électorale, c'est Parcoursup. Ouais, voilà. Bien sûr. Donc nous, on est des grands défenseurs de Parcoursup, parce qu'on se souvient de l'époque où l'orientation après le bac vers le supérieur, c'était des dossiers papier qu'il fallait aller chercher, faire la queue. Il y avait un espèce de délit d'initié entre ceux qui connaissaient la formation machin et ceux qui ne la connaissaient pas. Aujourd'hui, on a une plateforme qui fait d'abord de l'information, où tout le monde a accès à la même information, où qu'on soit en France ou même à l'étranger. Alors après, on nous brandit le mythe de l'algorithme Parcoursup. Voilà. Nous, on rappelle que derrière Parcoursup, il y a des gens qui sont des enseignants qui cherchent à faire réussir des jeunes. Voilà. Et faire réussir des jeunes, c'est aussi les sélectionner, parce que mettre un jeune dans une formation pour laquelle il n'a pas le niveau, c'est pas le faire réussir. Voilà. Donc, voilà. On aime bien rappeler que Parcoursup, finalement, cette année, Parcoursup, ça aura orienté 950 000 jeunes vers 23 000 formations. Alors, ceux qui disent qu'il faut jeter Parcoursup, qui nous disent d'abord ce qu'il faut mettre à la place. Voilà. Alors justement, vous avez récemment pris la parole dans une tribune, dans Les Échos. Vous avez notamment écrit au sujet de Parcoursup. Vous dites, je vous cite, j'en ai plus qu'assez de voir la suppression de Parcoursup et notamment la question de la sélection à l'entrée dans l'enseignement supérieur être utilisée, vous l'avez dit, comme des arguments électoraux par des gens qui n'y connaissent rien. Et c'est comme ça à chaque campagne électorale. Supprimer Parcoursup, c'est un acte qui va à l'encontre des jeunes et donc de leur orientation, selon vous? Mais tout à fait, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous ramènerait à des modèles de délit d'initié où forcément, ceux dont les parents ont fait des études supérieures, ceux qui connaissent un tel, sauront mieux s'orienter que les autres. Là, on a une plateforme, tout le monde a les mêmes chances. Voilà. Bon. Donc, moi, je crois que j'ai même écrit que c'était un acte antisocial. Tout à fait. C'est un mot fort. Oui, c'est un mot fort, mais je suis convaincu. C'est-à-dire que là, il y a vraiment de l'équité dans l'orientation. Bon. Alors après, pourquoi est-ce que c'est un argument électoral? Essayez de compter le nombre de personnes qui sont concernées chaque année par Parcoursup, sachant qu'il y a à peu près 1 million de jeunes qui sont là. Vous mettez les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les frères et sœurs. Ça fait beaucoup de monde. Voilà, ça fait beaucoup d'électeurs potentiels. Donc c'est assez facile. Alors malgré tout, est-ce que vous diriez que les changements de gouvernement, de ministres, de politiques éducatives, tout ça empêche en quelque sorte la mise en place de vraies réformes à la fois durables et pensées dans l'intérêt des jeunes et surtout de l'orientation? Oui, sans doute, c'est difficile de faire une politique sur le long terme. C'est-à-dire qu'on a effectivement, il ne faut pas se le cacher, on a quand même des gros problèmes. Alors même si Parcoursup facilite les choses, on a des gros problèmes d'orientation, on a des jeunes qui se brident. L'exemple le plus criant étant la problématique de l'orientation des jeunes femmes vers les études d'ingénieurs. Et on va en parler. Donc, on a des gens qui ne savent pas. On parlait tout à l'heure du prix du coût des grandes écoles. Il y a beaucoup de gens qui ne s'orientent pas vers une grande école parce qu'ils pensent que c'est trop cher et que c'est impossible. Voilà, donc on a beaucoup de choses à faire. Donc c'est un travail c'est intéressant ce que vous dites, c'est un travail de démystification, oui, plus beaucoup, que d'orientation quelque part. Oui, beaucoup de démystification. On est dans un monde aussi où les gens vont chercher l'information là où elle est la moins fiable possible. Alors c'est là que la presse a tout son travail à faire. Donc du coup, effectivement, faut expliquer les choses. Ce qui est compliqué pour nous, c'est que même si on est 245 grandes écoles partout en France, aller dans les lycées et dans les collèges, c'est un travail de fourmi. Voilà. C'est beaucoup de monde à beaucoup d'endroits. Donc c'est très compliqué, effectivement, d'être capable de faire cette démystification. Bien sûr. Et on lutte contre des stéréotypes de genre c'est difficile de lutter contre ça.
Quel regard vous portez aujourd'hui sur le monde de l'éducation, l'orientation, l'information? L'orientation, c'est un moment charnière dans la vie d'un jeune, dans la vie d'un jeune adulte. On sait aussi le coût des réorientations, le nombre de jeunes aussi qui s'engagent dans une formation pour ensuite se réorienter, par faute de parcours, par faute de moyens, parce qu'ils se rendent compte aussi que quelque part à l'école, au lycée, on ne les a pas préparés pour leur vie d'après. Et à faire un choix. Quel regard vous portez sur ça? Alors, je trouve qu'en France, où il y a la possibilité de faire des études pas trop chères, alors même si on parle d'écoles de management où on va payer 60 000 € pour 3 ans, si vous comparez par ce qui se passe en Amérique du Nord ou en Asie, on est sur des coûts qui sont très bas et pour lesquels on peut éventuellement s'endetter un petit peu. Mais on a toute une offre publique. Aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qu'on ne dit jamais après Parcoursup, parce que c'est toujours le drame de Parcoursup, si je clique là toute ma vie, on peut se réorienter relativement facilement. On est un pays en Europe qui diplôme à Bac+5 des gens très jeunes, qui ont 22, 23 ans. Ouais. Ailleurs en Europe, en Italie, en Allemagne, ils prennent plus de temps, ils font plus de césures, ils font des études qui sont moins denses. Bon, si on sort de l'enseignement supérieur à 25 ou 26 ans à un niveau Bac+5, c'est honorable quand même. Ouais, et on n'est pas perdu pour autant. Et après, la réorientation dans ses études, puis la réorientation dans sa carrière, c'est des choses qui sont relativement faciles. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on pousse aujourd'hui en France? Parce qu'on regarde le modèle anglo-saxon, par exemple, américain, anglais. On peut faire des études d'anthropologie et devenir Premier ministre ou faire des études d'archéologie et devenir prof d'anglais. Ce sont des choses qui sont assez mal vues en France. Oui, et nous, les grandes écoles, on se fait accuser de défendre nos diplômes comme étant des sésames pour une carrière complète. Ce qui n'est pas vraiment le cas. On pousse quand même l'idée qu'une formation, c'est d'abord du développement personnel et qu'il y a beaucoup de choses dans le développement personnel. Très clairement, aujourd'hui... si je prends les formations d'ingénieurs, aujourd'hui, on ne donne pas à un jeune ingénieur des outils qui vont lui servir pendant toute sa carrière. S'ils servent les 5 premières années, c'est déjà pas mal. Donc, la capacité d'apprendre à apprendre, de se reformer, c'est des choses qui font partie de la formation. Voilà. Ouais. Le diplôme, il représente un certain niveau d'études, certaines compétences à cet âge-là et des capacités à évoluer dans la vie. Donc, il reste utile pendant assez longtemps, il reste marqueur, mais ce n'est pas le diplôme qui fait toute la vie. Pas le diplôme qui fait toute la vie, et ça, c'est un message que vous portez, et c'est important à rappeler. Alors, vous êtes aussi, Laurent Champanel, directeur général des Arts et Métiers. Les Arts et Métiers, c'est l'une des plus anciennes et prestigieuses écoles d'ingénieurs de France, fondée en 1780. L'École nationale supérieure d'Arts et Métiers, c'est l'une des 204 écoles d'ingénieurs françaises accréditées pour délivrer justement un diplôme d'ingénieur. Elle fait partie aussi de ParisTech, un réseau des grandes écoles d'ingénieurs parmi les meilleures de France. Comment vous expliquez un tel succès ? Les Arts et Métiers, c'est une école, alors, succès, je vous laisse le dire, qui a été créée à la fin du XVIIIe siècle pour accompagner la première révolution industrielle. Ouais. Donc, il fallait mécaniser l'industrie. On passait d'un travail manuel à un travail mécanique. Et donc, c'était les machines, c'était assez compliqué. Et là, y a un penseur qui a eu l'idée de se dire... on va former des gens à la fois aux sciences et aux métiers. Mais à cette époque-là, les arts, c'était l'université, enrichissement, transmission des connaissances. Et donc, c'est devenu les arts et métiers. Et du coup, on a toujours gardé cette logique de former à la fois aux sciences, mais aussi aux techniques. Donc, dans les campus des arts et métiers, on trouve des ateliers avec des machines-outils, avec une forge, avec une fonderie. Voilà. Ça n'existe plus quasiment nulle part ailleurs. Vous dire. Voilà. Ouais. On est toujours resté collé à l'industrie. On a accompagné la deuxième révolution industrielle, c'était l'électrification, la troisième, l'organisation, la robotisation. Là, on travaille sur la quatrième, la cinquième, qui est le digital plus l'environnemental. Et quand l'industrie va mal, l'école va pas très bien. Et quand l'industrie a le vent en poupe, comme en ce moment, quand on parle de réindustrialisation et de réindustrialisation impérieuse nécessaire pour le pays, on va mieux. Voilà. C'est important, effectivement, et c'est assez intéressant de faire le lien, justement, que vous faites entre l'école et la société. On va continuer à le faire parce qu'on parle d'orientation aussi depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez beaucoup de filles dans les rangs des arts et métiers ?
Eh bien non. Aujourd'hui, l'entrée en première année d'ingénieur après une classe prépa, enfin après un niveau bac+2, c'est 16% de jeunes femmes. Ah oui, c'est pas beaucoup. C'est un chiffre qui a doublé entre 2000 et 2010. D'accord. Voilà, et qui depuis reste étale, flat. Pourquoi? Qui a même baissé un petit peu après la réforme du bac. Ah, c'est ça. Pourquoi? Parce que l'industrie, les sciences, les technologies, il y a des stéréotypes derrière. Alors que les jeunes femmes réussissent mieux leurs études, hein, elles ne redoublent pas, voilà, et elles sont mieux payées que les garçons en sortie. Même si, dans leurs aspirations salariales, elles ont des aspirations inférieures à celles des garçons. Ouais. Donc c'est tout à fait surprenant. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont mieux payées? Parce qu'on forme des gens qui vont sur le terrain dans l'industrie, qui prennent des responsabilités dans des métiers où il y a parfois du danger, où il y a besoin d'organisation. Et les jeunes femmes, à 23 ans ou à 25 ans, eh ben, elles réussissent mieux. Elles sont là. Voilà. Ah ouais. Elles réussissent mieux et on a confiance en elles. C'est intéressant parce que Amel Kefif, la présidente de l'association Elle Bouge, que vous connaissez sans doute, a récemment pris la parole justement sur le sujet. Elle a insisté, comme vous, sur le fait que, selon elle, la réforme du bac, elle a détruit 25 ans d'efforts pour arriver à la parité dans la filière scientifique. Ça a amoindri aussi, selon elle, les chances de voir les femmes dans l'ingénierie, dans la tech, dans tous ces métiers qui font aussi votre spécificité aux arts et métiers. Vous partagez donc son avis, de ce que je comprends ? Oui, alors c'est un des effets. C'est vrai que cette réforme du bac, nous, on était pour cette réforme, le fait de donner la possibilité aux jeunes de choisir plus tôt. Et effectivement, il y a je sais pas, une espèce de culture française qui fait que on va privilégier assez tôt des filières comme la filière maths physique. Voilà. C'est quoi? C'est la voie royale? On utilise le terme voie royale alors que ça ne l'est pas forcément. Ouais. C'est lié aussi à une façon d'enseigner les maths en France. Bon, c'est un peu un autre sujet. Mais du coup, effectivement, on voit que les jeunes filles aujourd'hui vont moins dans la filière maths physique que les garçons. Il n'y a pas qu'une question aussi de jeunes femmes, il y a aussi une question de classe sociale. Les gens les plus aisés vont plus dans cette formation-là. Donc ça a aussi baissé, ça a eu aussi un impact sur la diversité sociale dans nos écoles. Voilà. Moi, aux arts et métiers, c'est un impact, on va dire qu'on a baissé d'1 ou 2% le taux de jeunes femmes. Ce qui, voilà, quand on est qu'à 16, c'est déjà significatif. Ouais, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a sans doute des choses qui remontent plus loin en avant. Hein. D'ailleurs, Elle Bouge, qui fait un travail fantastique, va amener des femmes ingénieures comme rôle modèle et des étudiantes ingénieures jusque dans les collèges, parce qu'on sait que c'est plus tôt que les choses se décident. Et c'est vraiment c'est culturel. Hein, parce que nous, aux arts et métiers, on est en train d'ouvrir un campus au Maroc. Au Maroc, on n'a pas cet effet-là. On a 50% de jeunes femmes, voire parfois plus, parce que être ingénieur, c'est aussi une façon d'être autonome, d'avoir un bon salaire, d'avoir des responsabilités. Voilà. En France, on n'est pas comme ça et c'est malheureux. Il y a encore un peu de boulot. Et justement, dans cet objectif, vous avez, dans l'une de vos chroniques, dans Les Échos, affirmé que l'industrie, elle souffre de sa domination historique par les hommes aussi. La réindustrialisation ne se fera pas, je vous cite, sans que les femmes n'y soient enfin mises en lumière et au pouvoir. Pourquoi avoir des femmes, Laurent, dans ces secteurs de l'ingénierie, la technique, des sciences? C'est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, dans l'image de pas mal de gens, de pas mal de jeunes qui ne veulent pas être dans l'industrie, industrie, ça veut dire produire à tout va n'importe quoi pour faire de l'argent. Et si on veut réindustrialiser et si on veut avoir une certaine souveraineté industrielle, il faut rappeler que l'industrie, normalement, c'est là pour répondre aux besoins des plus grands nombres, donc répondre aux besoins de la société. Et que, comme dans la société, il y a beaucoup de monde, il faut répondre massivement et il faut industrialiser. Mais il faut se souvenir qu'il faut répondre aux besoins de la société. Et je suis assez convaincu que les femmes sont plus à même d'être sensibles aux besoins de la société que les hommes. Et puis elles représentent aussi 50% de l'humanité. Donc voilà. Et donc, du coup, au moins 50% de son intelligence. Ouais, tout à fait. Dommage de s'en priver. Et puis après, quand je dis ça, souvent, je me fais taper dessus. Mais les femmes sont moins dans la délinquance et plus dans le care, comme on dit. Donc aujourd'hui, je pense que l'industrie a besoin de ça et que cette image très masculine de l'industrie,
elle porte une certaine violence qui n'est pas ce qu'il faut pour l'industrie aujourd'hui. Donc on l'a expliqué, il y a un rôle aussi de l'orientation dans le fait de casser justement, d'inverser la tendance. Vous avez parlé des rôles modèles. Vous pensez que c'est vraiment l'une des clés pour réussir justement et inverser cette tendance? Oui, c'est l'une des clés. Alors je pense que c'est pas la seule. Il y a aussi la famille, les parents. C'est un changement sociétal global qui doit s'engager sur la question. Oui. Vous savez, une des difficultés, c'est que l'orientation, c'est pas que ce qu'on vous dit. Et surtout, je trouve je l'ai déjà dit tout à l'heure, on a des populations de jeunes qui regardent un petit peu partout. Ouais. Typiquement, moi, je sais que nous, les profs et les parents sont des gens douteux. Voilà. Donc pour les jeunes, c'est pas forcément là qu'on va aller chercher des conseils. Ouais. Et les jeunes, ils sont très imprégnés de culture. Et regarde, c'est pas dans la culture. On parle d'ingénierie, on parle d'industrie. Tout ça, c'est absent de la culture. Ouais. Est-ce que vous avez une série ou un film qui se passe dans l'industrie et qui montre des ingénieurs? Non. C'est vrai. Si, vous avez certains films qui montrent Zola, vous avez Peaky Blinders qui montre des trucs plein de fumée, et puis vous avez des mouvements sociaux dans les usines, quoi. Voilà, en gros, vous avez ça dans la culture. Donc c'est pas ça qui va attirer les gens, quoi. Non, c'est sûr. C'est pas une image très sexy. Non, on va dire. voilà. Nous, les arts et métiers, on est la seule école d'ingénieurs qui est présente à Global Industrie, qui est le gros salon industriel français. Moi, quand je vais là-bas, je vois des gens qui sont fiers de ce qu'ils font. Ils ne sont pas là pour me vendre leur sauce, ils sont là pour me montrer qu'ils ont fait des trucs super et qu'ils en sont super fiers. Et ça, la fierté, c'est quelque chose qu'il faut montrer plus que dire. Et donc, du coup, cette absence de l'industrie et des ingénieurs dans la culture, elle nuit fortement à l'orientation des jeunes. Et c'est essentiel parce que si on regarde aussi les chiffres, il y a un peu moins d'un tiers de femmes dans les écoles d'ingénieurs, vous en avez parlé. Les écoles d'informatique ont quant à elles le plus souvent entre 5 et 10% de femmes dans leurs effectifs. Ces chiffres qui sont notamment les principaux enseignements du 8e baromètre de l'égalité femmes-hommes publié par justement votre conférence des grandes écoles. On a parlé des rôles modèles, de leur importance. J'ai envie de vous poser une question, Laurent. C'était qui ou c'est qui, vous, votre rôle modèle? Alors, moi, c'est surprenant. Moi, c'est surtout des femmes, en fait. Donc, tant mieux. En fait, je sais. Donc, vous l'avez rappelé, j'ai fait une carrière qui a toujours été tournée vers l'enseignement, puisque j'ai fait des études pour devenir prof à l'École normale supérieure, en génie mécanique. Donc, génie mécanique, c'est quand même porteur de masculinité, on va dire. Oui. Mais quand j'ai fini ma thèse, j'ai été recruté à l'université par une directrice de département de génie mécanique. Ensuite, c'était une présidente d'université qui m'a aidé à passer mon habilitation à diriger des recherches. Quand je suis revenu à l'École normale supérieure, c'était une présidente de l'ENS qui m'a proposé de devenir directeur du département de génie mécanique. Voilà. Et puis après, j'ai été nommé à la direction des arts et métiers par Najat Vallaud-Belkacem. Et puis après, j'ai eu comme chef Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur. Sylvie Retailleau après. Et puis en dessous d'elle, une directrice générale de l'enseignement supérieur et une directrice générale de la recherche qui sont des femmes. Donc voilà. Il faut quand même rappeler que c'est plutôt une exception dans ce domaine. Oui, on l'a dit, oui. Mais, voilà. Mais voilà, si j'ai un rôle modèle, il y a eu en fait assez longtemps avant moi, une directrice générale des arts et métiers qui a été un certain rôle modèle pour moi. Laurent, donc je voudrais revenir un instant aussi sur les chiffres que j'évoquais tout à l'heure, des chiffres qui sont d'autant plus alarmants que la pénurie d'ingénieurs aujourd'hui pose un problème en France économique. Selon le rapport de l'USF, la France diplôme chaque année 38 000 ingénieurs par an, alors que dans les faits, on aurait besoin de 60 000 ingénieurs pour répondre aux besoins français, aux besoins du marché du travail. Par exemple, et pour citer que quelques chiffres, la filière hydrogène en manquerait de 5 000, la filière de l'air et de l'espace de 10 000 et le nucléaire de 10 000 aussi. Est-ce que ça, c'est aussi des retours que vous avez du terrain? Est-ce qu'on manque, Laurent, aujourd'hui cruellement d'ingénieurs? Alors oui, on manque cruellement d'ingénieurs. Alors, le chiffre, je ne saurais pas donner le chiffre. Ce qu'on voit, c'est qu'on a effectivement des projets industriels qui patinent parce qu'on manque d'ingénieurs sur le terrain. On a parlé de l'hydrogène, le nucléaire aujourd'hui qui doit repartir ne va pas assez vite. Et ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment des gens sur le terrain. Parce qu'en plus, il faut que tout ça soit décarboné. Alors, des gens qui vont vous expliquer qu'il faut décarboner, on en trouve
beaucoup, mais des gens qui vont dire comment, et puis des gens surtout qui vont le faire, on en trouve beaucoup moins. Ouais. Voilà. Donc c'est là qu'on voit qu'on a besoin de gens de terrain et qui font que, je vais faire ma pub aussi, je pense qu'aux arts et métiers, notre modèle de formation où on forme des gens dans des choses qui ressemblent à des usines, c'est propice à former des gens qui vont aller sur le terrain pour faire cette transformation. Et si on prend le cas du nucléaire, de quoi on a besoin? On a besoin de gens qui maîtrisent le soudage, la tuyauterie, la chaudronnerie. Bon, ça ne fait pas rêver, ces mots-là. Voilà, c'est des métiers qui restent extraordinaires, avec beaucoup d'enjeux, travail d'équipe, un engagement qui est souvent extrêmement important. Mais ça nécessite de connaître les problématiques qui sont derrière. Alors, vous dites que ces métiers ne font pas rêver. Est-ce que le sujet, justement, pour les faire connaître auprès des enfants, des jeunes, c'est cette question du stage qui est absolument essentielle. On pense, en tout cas, dans le domaine de l'orientation, présenter justement ce que vous faites concrètement, vous, dans votre métier d'ingénieur, à ces jeunes. Là, depuis quelques mois, depuis cette année, le stage est désormais obligatoire pour tous les élèves de seconde. Ils le font tous en même temps, ça dure 2 semaines. Est-ce que c'est une initiative que vous saluez ? Oui, je pense, parce que moi, je le vois, nous, on récupère aux arts et métiers des étudiants qui sont des étudiants brillants, qui ont fait toujours des études en sciences assez engageantes. On voit qu'ils ne connaissent pas l'industrie. Donc, tout ce qui peut leur permettre d'aller dans des entreprises industrielles pour voir à quoi ça ressemble, comme je disais tout à l'heure, pour voir aussi la fierté des gens qui y travaillent, ça peut être quelque chose d'utile. Voilà. Alors après, on va toujours trouver que 2 semaines, c'est pas assez long, mais c'est toujours mieux que rien. C'est déjà pas mal. Après, on a comme difficulté aussi que des environnements industriels, des environnements de production, ce sont des environnements dangereux. Et il faut parfois être formé. Et en seconde, c'est peut-être un peu jeune pour pouvoir aller dans ces environnements-là. Quoi qu'il en soit, il y a plein d'environnements qui ressemblent. Bon, je voudrais aborder dans ce podcast avec vous un autre chapitre aussi, qui, je sais, vous tient beaucoup à cœur. C'est le futur de l'orientation, de la formation, de l'enseignement aussi. Et notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle. Est-ce que, selon vous, pour vous, c'est une vraie chance ou une opportunité, notamment pour l'orientation des jeunes filles, on en a parlé tout à l'heure, comme de leurs collègues masculins, d'ailleurs, pour rendre justement ces métiers techniques attractifs à leurs yeux, au-delà des stages et de la démystification? Oui, je pense que ça fait partie des solutions. Voilà. On parlait de Parcoursup tout à l'heure. On a aujourd'hui beaucoup de données qui ont été produites par Parcoursup. On commence à se dire, ces données-là, elles décrivent en fait comment est-ce qu'une génération de bacheliers s'est projetée dans l'enseignement supérieur et y a évolué. Donc, c'est des données objectives. Voilà. Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est énormément de données qu'il faut fouiller. Donc, si on veut lutter contre les stéréotypes, contre les idées reçues qu'ont surtout ceux qui ne savent pas, on peut se dire que l'intelligence artificielle, qui est capable d'aller chercher dans une grosse masse de données, mais qui va sortir des informations qui sont objectives parce qu'elles sont issues de ces données-là, est une solution. Et il commence à y avoir d'ailleurs des outils qui sont en test, issus de Parcoursup, pour donner aux élèves de seconde, via l'intelligence artificielle, des idées de projection. Comment on fait ceux qui sont passés avant vous pour s'orienter? C'est génial. Vous utilisez aux arts et métiers l'intelligence artificielle dans vos cours, dans la manière d'enseigner aussi? Alors, on commence à l'utiliser doucement. On l'utilise aussi avec une réflexion d'éco-responsabilité, parce que l'intelligence artificielle... J'étais interrogé récemment par des élèves d'un lycée là, en banlieue parisienne. Je leur disais, en termes d'intelligence, votre intelligence sera toujours beaucoup plus performante sur le plan énergétique que n'importe quelle autre intelligence artificielle. Donc déjà, commençons par utiliser notre intelligence. Et c'est vrai qu'on l'oublie beaucoup. Oui, mais c'est vrai, on le dit pas souvent. On se concentre plutôt sur ce qu'il en sort. Mais... Donc nous, en fait, on essaie plutôt de se dire, et c'est plutôt vrai pour le monde industriel, on n'a pas forcément beaucoup de données, mais on connaît leurs valeurs, on connaît leur sens. Donc on travaille sur de l'intelligence artificielle générative, par exemple, qui se nourrit de peu de données, mais qui s'appuie aussi sur des femmes et des hommes pour amener des résultats. On parle d'IA frugale, au sens pas des montagnes de données. Voilà.
Il faut les deux. Il faut les deux. Alors justement, est-ce que, selon vous, et c'est plutôt une question, comment les enseignants peuvent-ils être formés au mieux à l'intelligence artificielle pour justement l'utiliser efficacement dans leur contenu pédagogique, dans la manière dont ils vont délivrer des cours? C'est une grande question, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une peur. Ouais. Alors, il faut se souvenir que des peurs, on en a eu avant. C'est-à-dire que on a dit pendant un moment, oh là là, avant, on venait à l'université, dans les écoles, chercher de l'information. Maintenant, Google nous donne l'information, donc on ne va plus servir à rien. Ouais. Alors après, on a regardé ce qui se passait, puis on a dit, oui, mais en fait, on va former les gens à organiser cette information. Mmh. Et puis maintenant, on se dit, tiens, l'intelligence artificielle, elle organise l'information à notre place. Donc, à quoi est-ce qu'on sert? Bon, voilà. Moi, je reste à dire, ce sont des outils qui sont créés par l'homme. Ouais. L'homme va les utiliser et ce n'est pas ces outils-là qui vont remplacer les hommes. Aujourd'hui, il faut quand même voir que quand on parle d'ingénierie, soutenable, qui soit respectueuse des femmes, des hommes, de leur environnement, on tombe sur des problèmes scientifiques et techniques qui sont super compliqués. Ouais. Qui nécessitent des compétences très vastes et pas que celles des ingénieurs. Donc, si on a des outils qui nous permettent d'aller plus vite en regardant ce qu'on a fait avant, comment on l'a fait, comment on peut mieux le faire, on sera plus efficace. On sait que sur la question environnementale, la question neutralité carbone, on est très en retard déjà. Ouais. Donc, ne négligeons pas les outils qui vont pouvoir nous aider à le faire. Voilà. Donc, c'est le message que j'essaie de passer, moi, aux enseignants. Dire, utilisez ces outils pour faire des gens plus performants. On parle parfois d'hommes augmentés. Bon, je trouve que ça va un petit peu loin. Mais c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que les outils, ça sert à être plus performant. Voilà, un outil comme un autre, il faut le maîtriser. Une chose est sûre, c'est qu'une intelligence artificielle qui travaille sur des données qui ne sont pas fiables, elle va donner un résultat qui ne sera pas fiable. Ça, donc, voilà, la fiabilité, c'est un élément qu'il faut travailler. Après, les enseignants, c'est des femmes et des hommes comme les autres qui ont leurs peurs, qui ont leurs doutes, qui ont leurs habitudes de travail. Vous comprenez justement ces craintes? Oui, bien sûr, bien sûr. Hein, vous savez, on parle de changement, générer le changement, accompagner le changement. Oui, changer, c'est compliqué. Et c'était d'ailleurs tout le débat des calculettes quand elles sont arrivées. Oui, voilà, c'est ça. On s'est dit, là, mais les gamins ne vont plus jamais apprendre à faire des maths. Et en fait, ils ont appris autrement. Voilà. Et moi, mes parents, c'était... la calculatrice, c'était... Ils vont plus savoir rien faire. C'est ça. Toujours faire des choses, quoi. Voilà. Bon, après, les ordinateurs, on ne saurait plus rien faire. On sait toujours faire des choses. On développe d'autres compétences. Voilà, c'est ça. Et les besoins sont là, quoi. Donc, on a besoin de ça. Vous avez donné une directive claire, justement, à vos écoles membres dans le cadre de la conférence des grandes écoles? Nous, on ne donne pas beaucoup de directives aux écoles. On est plutôt dans le partage de bonnes pratiques. Donc, on a regardé, il y a déjà un rapport qui est sorti récemment sur l'usage de l'intelligence artificielle dans les écoles de management. Qui a été fait par un collègue là, qui est vice-président digital d'une de ces écoles, justement pour leur dire regardez ce que font les autres. Vous savez, dans notre métier de l'enseignement, on ne donne pas beaucoup d'ordre à des enseignants-chercheurs parce qu'ils ont une certaine liberté pédagogique. Donc, on est plutôt sur montrer ce que font les autres, comment est-ce qu'ils font pour donner envie de faire. Voilà. Et on voit qu'effectivement, même s'il y a encore des peurs et que ces outils d'intelligence artificielle ne sont pas proposés de manière massive, il y a des gens qui les utilisent de plus en plus. Donc c'est pas interdit que ce soit non. Alors surtout, il faut surtout pas interdire. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Moi, quand j'ai entendu ces premiers débats, il faut interdire. Non, ça Sciences Po l'a fait, par exemple. Oui. Alors après, il y aura peut-être. Enfin, la question qui tombe toujours, c'est de dire. Quand on forme des gens à rédiger des textes, s'il y a un outil qui rédige à notre place, la question devient, est-ce que c'est toujours utile de former des gens à rédiger des textes? Tout à fait. C'est ça qu'il faut se poser. Il y a un outil qui fait, comment est-ce qu'on avance, quoi. Voilà. Et on voit des enseignants par le monde qui ont des super idées d'usage de l'intelligence artificielle, qui font des forums où les étudiants s'entraident pour répondre à des questions qui se posent entre eux. Ils ont rajouté de l'intelligence artificielle et maintenant ils font que les étudiants corrigent les erreurs de l'intelligence artificielle. Donc ça fait les étudiants encore plus intelligents. Exactement. Non, il faut vraiment avancer avec ces outils-là.
Aider les jeunes à développer leur esprit critique, à mieux aussi appréhender les enjeux du numérique, l'usage des réseaux sociaux, des intelligences artificielles et notamment génératives. Est-ce que ce sont pour vous les compétences du 21e siècle ? Oui, c'est une partie de ces compétences, voilà, parce que comme je le disais, tout ça, c'est des outils. Il ne faut pas négliger les compétences personnelles et interpersonnelles. Ce qu'on appelle les soft skills. Voilà. Aujourd'hui, on voit quand même que le dialogue entre les gens n'est pas forcément facile. Le ton monte assez vite. Tout à l'heure, j'ai parlé d'enjeux de l'industrie vis-à-vis de l'environnement. C'est des enjeux collectifs. Ouais. Voilà. Certes, il y a peut-être des métiers qu'on peut faire tout seul dans son coin avec des outils numériques. Bon, je ne sais pas si vous prenez fournir de l'électricité à tout le monde, c'est quand même quelque chose de vital. C'est quand même un projet collectif qui nécessite de faire ça à beaucoup de monde. Et se positionner soi-même dans un collectif, le faire changer d'idée. Hein, on parlait de l'intelligence artificielle dans la population des profs. Mais c'est des compétences qui sont clés aujourd'hui. Il faut aussi qu'on forme les jeunes à ça, voilà, à cette question du collectif, de comment on bouge ensemble. On ne le fait pas assez aujourd'hui dans l'école ? Non, et puis c'est... déjà, culturellement, en France, par rapport à ce que fait l'Amérique du Nord, où on est moins dans les travaux collectifs. Ouais. Voilà. On est beaucoup dans la critique, on est peu dans la valorisation des autres. Donc, on se met toujours en retrait du groupe. On se sent souvent plus à l'aise en retrait du groupe. Ouais. Voilà. Il y a un esprit de compétition aussi, en raison des notes. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur le fait de la réussite collective, de pouvoir se satisfaire de réussites ou d'échecs qui sont devenus des réussites après, mais collectivement. Ça reste quelque chose de formidable. Et il ne faut surtout pas que les outils numériques donnent l'impression qu'on peut réussir tout le temps tout seul. Certains le font très bien, mais ce n'est pas forcément facile. Est-ce que c'est l'une des raisons aussi pour laquelle il faut former les jeunes aussi à se forger un esprit critique ? Est-ce qu'aujourd'hui, plus qu'avant, peut-être, c'est encore plus important ? Oui, parce que on l'a vu au cours du temps, hein, l'information, elle est de plus en plus facilement manipulable. Hein, la déformation de l'information, c'est vieux comme le monde. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est vrai que via l'intelligence artificielle, on a des photos qui sont manipulées, on a des vidéos qui sont manipulées. Donc, si on ne vit que à travers ces informations-là, c'est très facile d'être manipulé soi-même. Être sur le terrain, se forger sa propre connaissance, dans les échanges avec les autres aussi, c'est fondamental. Et être capable d'avoir un certain sens critique, c'est quelque chose aussi. Et sans oublier, moi j'étais assez frappé de voir les débats qu'il y a eu sur les questions de l'antisémitisme à Sciences Po. Ouais. On voyait des jeunes qui se hurlaient dessus dans la rue. Là, je ne sais pas si vous souvenez, il y avait 3 groupes là. Tout à fait. Mais ils ne s'écoutent pas. Ouais. Voilà, on ne sait plus s'écouter. Et ça, c'est quelque chose quand même d'important, quoi. De pouvoir dialoguer, de dire oui, peut-être que sur ce sujet-là, je m'étais trompé, je me range à ton avis. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait plus faire. Et on a forcément besoin de ça. Alors, depuis quelques mois, il y a des cours d'empathie maintenant dans les écoles françaises. Ça a commencé par 1200 écoles. Là, à partir de septembre, ça va démarrer dans toutes les écoles de France. Est-ce que, quelque part, vous saluez l'initiative et vous dites que ça pourrait justement nous permettre à tous de savoir se parler, de communiquer ? Parce qu'effectivement, vous le dites, on a peut-être besoin justement de réapprendre à se parler. Oui, alors c'est un sujet, c'est peut-être pas le seul. Hein, c'est bien que ça existe parce que à minima, ce sont des activités de groupe où on échange avec les autres, on essaie de comprendre les problématiques des autres. Ouais. Et si je reviens à l'objet de la conférence des grandes écoles, hein, un cadre, c'est quelqu'un qui encadre des gens. Il faut savoir détecter les problématiques des gens avec qui on travaille. Et l'empathie fait partie des compétences qu'il faut avoir. C'est pas la seule, faut pas tout miser là-dessus, mais... Parce que la formation supérieure aussi, fait face à une certaine crise d'autorité. On le voit régulièrement dans les médias, les professeurs qui sont malmenés, les élèves qui ont de plus en plus de mal justement à accepter aussi et à se soumettre à cette autorité. Beaucoup disent que l'école va mal, peut-être que tout ne va pas mal, on va en parler dans un instant, mais c'est un sujet aussi particulièrement actuel. On a l'impression que les gens ne savent plus se parler, et notamment l'école. Vous disiez tout à l'heure que l'école était le reflet de la société. On en voit aujourd'hui les conséquences. Oui, alors je pense qu'effectivement, il y a besoin d'une transformation forte de l'école où
surtout en France, on était beaucoup dans la transmission de la connaissance et l'organisation de la connaissance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça s'est remis en cause par le digital, par l'intelligence artificielle. Quand on se pose la question, mais à quoi on sert maintenant si l'intelligence artificielle nous amène une information organisée ? Pour moi, d'abord, il y a le vivre ensemble. Voilà. Ça, c'est des choses qui vont pas changer. C'est-à-dire qu'on va quand même rester une population d'humains qui sera ensemble sur cette planète qui a ses limites. Oui. Donc, le vivre ensemble, il va rester. Ou alors, on va tomber dans Matrix, mais c'est peut-être, on n'y est peut-être pas encore. Mais voilà, c'est des choses. Donc, je trouve que on a des cellules familiales qui sont de plus en plus isolées via le numérique. Faire que l'école et l'enseignement supérieur aussi, avec des problématiques différentes, soit ce lieu où on se retrouve, où on peut partager ensemble, échanger des idées et construire ensemble, soit aussi un lieu où on se confronte à des problématiques réelles, des problématiques terre à terre. Bien sûr. Ça serait un long sujet, on va peut-être pas l'aborder maintenant, mais la problématique de la formation professionnelle, du geste, de la main, de ce que c'est faire la main, c'est pas assez exploité en France. Et si l'école peut être le lieu où on apprend à échanger sereinement avec les autres et on est capable de voir qu'on est compétent de faire des choses avec ses mains, qu'on aime toucher la terre, toucher le métal, toucher la pierre, toucher le bois, je pense que ça peut être vraiment utile à la société. Tout à fait. Alors justement, on arrive à la fin de cet épisode, Laurent Champanet. Je voulais terminer avec 2 questions. La première, c'est, selon vous, après tout ce qu'on a dit dans cet épisode, avec votre parcours aussi et votre connaissance à la fois de l'orientation, de l'enseignement supérieur, de l'éducation, vous diriez qu'il ressemble à quoi aujourd'hui l'enseignement supérieur du futur ? Un lieu d'expérience collective au profit de la société pour former des citoyens et des gens qui vont transformer le monde. Voilà. Pour moi, c'est ça le futur de l'enseignement supérieur. Ouais. Si je vous donne demain les clés de l'enseignement supérieur, là, à la fin de cet épisode, ce serait quoi votre première mesure, votre première action ? Alors, ça serait au profit de l'enseignement supérieur, mais ça ne serait pas dans l'enseignement supérieur. D'accord. Ça serait au collège que j'interviendrais, pour remettre au collège des activités pratiques, manuelles et collectives. Ce que vous disiez tout à l'heure. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui ont de l'or dans les mains, qui n'ont jamais la possibilité de le découvrir et qui, du coup, vivotent dans l'enseignement secondaire, puis dans le supérieur. Un exemple, on nous dit toujours « Ah, rendez-vous compte, tel diplômé de grande école, il est devenu fleuriste ou il est devenu pâtissier. » C'est génial. Comme si c'était nul. Voilà, c'est génial parce que c'est ces gens-là qui vont transformer le métier de fleuriste ou le métier de pâtissier. Et vous parliez tout à l'heure de la voie royale, mais en fait, la voie royale, c'est sa voie royale à nous, à chacun d'entre nous. Et c'est important de valoriser aussi les filières techniques et professionnelles. Et je comprends que vous le faites et ça vous tient à cœur. Et merci infiniment, Laurent Champanet, d'avoir été parmi nous dans ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Merci de nous avoir en tout cas adressé et partagé votre vision aujourd'hui de l'orientation, de l'enseignement supérieur et plus largement de l'éducation. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci de cette invitation. À bientôt. À bientôt.